D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter les collaborations de recherche entre les milieux académiques et le milieu de l'administration publique. Effectivement, je tiens à vous présenter des exemples propres au milieu de la santé. Ma présentation, d'abord, vous brossera un portrait des mécanismes et des outils qui existent pour concrétiser ces collaborations et ces échanges entre les deux milieux. Ensuite, je vous présenterai quelques exemples concrets de ces collaborations. Il y en a beaucoup dans ma présentation. Comme le temps est limité, il est possible que je passe rapidement sur certains de ces exemples-là, mais comme les présentations sont disponibles, vous pourrez les consulter un peu plus tard. Et je terminerai sur les enjeux. Et je dirais peut-être les embûches, en fait, que les enjeux qui se présentent dans le cadre de cette collaboration. Et un petit mot sur des défis, des nouvelles opportunités qui se présentent à nous. La recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux, UM3S. Il est difficile de parler de la recherche et du ministère sans parler de son réseau et du système de santé et de services sociaux qui déjà tient compte d'un partage de responsabilités dans l'organisation et la dispensation des services. Le ministère étant responsable de donner des grandes orientations. Les agences, je dirais en résumé, de voir à l'organisation régionale et la fluidité régionale de la dispensation de services. Et les établissements responsables de les dispenser sans nécessairement d'intervention directe et quotidienne continue du ministère. En matière de recherche, ça fait plusieurs années que la dimension recherche est imbriquée dans les structures de ce réseau et dans les structures du système de santé et de services sociaux. Depuis longtemps, plusieurs établissements, tant en santé qu'en services sociaux, sont reconnus comme des instituts universitaires, chacun dans leur domaine, ce qui déjà au niveau des établissements consacrent une présence très active dans des établissements, des activités de recherche qui se font en milieu de soins, mais des activités de recherche qui se font en lien et en affiliation avec les milieux académiques universitaires. Certaines universités, en matière de santé, ont même choisi que la presque totalité de leur enseignement, de leur formation et de leur recherche fondamentale se déroulerait dans ces milieux. Et je crois que c'est le cas de l'Université Laval, entre autres. Donc, des structures qui sont présentes dans le réseau depuis longtemps au niveau de la dispensation des services. Et peut-être que c'est ce phénomène qui fait que en matière de médecine, en matière de soins de santé, on veut nécessairement qu'on nous dispense les soins qui sont les meilleurs possibles, qui sont les plus près de la nouvelle connaissance créée, puis qui vont nous donner les meilleurs résultats. Ça va pour les soins de santé, ça va pour les soins sociaux également. Il n'y a pas qu'au niveau des établissements et qu'au niveau local qu'il y a des structures de recherche, c'est aussi au niveau national. On retrouve des institutions qui sont créées par loi, puis je vais vous en nommer deux, l'Institut national de santé publique et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui sont, je dirais, leur nom l'indique, des instituts qui sont en marge du ministère, qui ne relèvent pas du ministère, mais qui relèvent du ministre, qui ont leur latitude d'action j'oserais dire complète ou presque complète, dans les méthodes, dans les façons, et qui ont le mandat de conseiller le ministre. L'Institut national de santé publique, évidemment, sur l'évolution de la santé de la population et les recommandations à faire pour être capable de voir à l'amélioration. L'Institut national d'excellence, l'INES, a un mandat d'évaluation des technologies, et ça inclut le médicament comme une technologie pour l'intervention dans le monde de la santé et des services sociaux, mais aussi, depuis quelques années, sur les modes de pratique, tant dans le monde de la santé que dans le monde social. Alors, on s'intéresse à l'aspect technologique, mais on s'intéresse aussi à l'aspect de l'organisation humaine de l'innovation et de l'application de ces innovations à l'intérieur même des pratiques des professionnels. Un autre type d'instrument qui est présent dans notre quotidien au ministère et dans le réseau, ce sont les fonds subventionnaires québécois.
Même si ces fonds, le fonds de recherche en santé, le fonds de recherche société culture, aujourd'hui relèvent du ministre responsable de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie, jusqu'aux années 2000, le Fonds santé relevait du ministère et avait des liens assez étroits, même organisationnels avec le ministère. Et il faut se rappeler aussi que le Fonds Société Culture, l'origine de ce fonds provient de comités mis en place par le ministère à cette époque. Alors même si le rattachement administratif s'est déplacé, les liens sont demeurés et les liens de travail sont demeurés très étroits avec les différentes équipes du ministère. Qu'en est-il du ministère lui-même? Le ministère n'a pas d'unité de recherche. Il y a, à ma connaissance, personne qui peut statuer qu'il fait de la recherche comme telle au ministère. Si on n'a pas d'unité de recherche, on a cependant, dans les différentes directions, plusieurs experts, un certain niveau d'expertise qui permet de faire l'interface. J'ai bien sûr dans ma propre direction une équipe qui fait de l'évaluation de programme, qui fait des études et des analyses, mais même si on peut utiliser à l'occasion et assez souvent des méthodologies qui s'apparentent aux méthodologies qui sont utilisées dans les recherches, je dirais, à caractère académique et un peu plus scientifique. Il reste que nous faisons de l'évaluation de programme et très souvent, nous allons confier l'évaluation de programme compte tenu de notre planification à l'extérieur de certains programmes et de certaines activités, de certaines interventions, puisque on n'a pas nécessairement l'expertise pour le faire. Ce qu'on a cependant, c'est une autre unité qui est désignée comme une unité de recherche, d'innovation et de transfert de connaissances, qui, je dirais, est une unité de courtage. Je résumerai notre rôle en disant qu'on est un peu ceux qui s'assurent de l'interface le plus fluide possible entre l'interne et l'externe, entre notre administration et le milieu académique. Pas tellement pour les recherches au cas par cas, mais pour l'utilisation maximale des outils et la fluidité du ministère dans l'identification de ses propres priorités. Parce qu'au ministère, il n'y a pas nécessairement de programme de recherche, il n'y a pas de planification ou de plan d'action et ou de priorisation de recherche. Cette priorisation se fait en fonction des grandes orientations du ministère. Généralement, les politiques sectorielles, les programmes sectoriels ont un volet de recherche particulière. Alors, on s'assure à partir de ce bassin-là de travailler je dirais la programmation informelle de recherche du ministère, puis d'en dégager les priorités. Alors, qui sont soit des besoins d'évaluation en lien avec ces politiques, soit des besoins de développement de connaissances en fonction de phénomènes sociaux ou de santé qui nécessitent plus d'explications. Quelques exemples de projets menés au ministère pour vous donner une idée très concrète de la façon avec laquelle on travaille avec ces différents outils. Un premier exemple est celui de l'évaluation de la performance du système. Le ministère s'est donné comme obligation dans sa planification stratégique 2010-2015 de mettre en place un mécanisme d'évaluation de la performance. C'est simple comme ça à dire, mais évaluer la performance du système de santé et des services sociaux, ça représente un défi méthodologique et un défi de définition assez intéressant. Il y a déjà plusieurs organisations qui, chacun de leur côté, puis je parlais de l'INES et de l'INSPQ, qui font d'une certaine forme de l'évaluation de la performance, puisqu'ils suivent l'évolution d'indicateurs. Le commissaire à la santé et au bien-être a ce mandat d'évaluer la performance du système. Des organismes canadiens sortent des rapports réguliers d'indicateurs pour comparer les performances des différentes provinces et des différents systèmes de santé au Canada. Plusieurs groupes de recherche sortent des rapports. Le Conference Board en sort très souvent. Plusieurs chefs de recherche en sortent. Il y a une multitude d'indicateurs et il y a une multitude d'approches sur quelles sont les dimensions de cette performance. Alors, il nous fallait donc développer un cadre de référence, il nous fallait ce qu'on a fait, un plan d'action ministériel, et pour ce faire, il est apparu nécessaire d'aller s'approvisionner, d'aller
obtenir les informations auprès de différents experts, de chercheurs académiques, pour être capable d'aborder de façon adéquate ces problèmes méthodologiques, pour être capable de bien cerner les dimensions de la performance et d'avoir un tout qui soit cohérent au niveau du ministère. Et le niveau régional aura et devra s'intégrer dans ce tronc commun, aura peut-être plus d'indicateurs de gestion. Mais il faut arriver à avoir ce cadre de référence et c'est ce que nous avons fait. Donc, on a organisé des séminaires avec des groupes de chercheurs, on a entretenu des contacts réguliers avec des chercheurs et on poursuit parce que on est à identifier, je dirais aujourd'hui, de façon un peu plus spécifique, les indicateurs qu'on va retenir pour chacun des grands thèmes, chacune des grandes priorités du ministère et se donner, dans un horizon, je l'espère, le plus court possible, un tableau de bord global et que l'on pourra rendre public et qui donnera cette dimension d'évaluation de la performance. L'exemple des homicides intrafamiliaux est un exemple tout indiqué pour ce que je mentionnais tout à l'heure lorsqu'on parle d'apparition de phénomènes sociaux pour lesquels, je dirais, la mâchoire nous tombe un peu par terre et en disant comment on l'explique de façon adéquate? Est-ce qu'on a la bonne lecture? Est-ce qu'on a une compréhension du phénomène qui est correcte? Alors, il est nécessaire donc de s'associer au milieu de la recherche et à ce moment-là, c'est un groupe d'experts. Alors, comité d'experts que l'on a mis en place qui mélange autour d'un même groupe de travail des chercheurs qui ont des études épidémiologiques, qui ont une capacité d'aller nous informer de la littérature internationale sur le sujet, avec des milieux de pratique que sont, dans ces cas-ci, beaucoup les organismes communautaires. Alors, experts de la recherche, experts du communautaire et intervenants du ministère pour être capables bien oui, de recueillir l'ensemble de ces informations et de recevoir un rapport, mais de se donner la capacité de le recevoir, le rapport aussi. Parce que recevoir une recommandation, c'est une chose. Avoir participé au déroulement et à une réflexion, ça donne beaucoup plus d'informations et ça donne beaucoup plus de capacité d'intégrer les recommandations par la suite. Alors, rapport nous est arrivé en 2012 et déjà, on a pu voir qu'au ministère, on a été en mesure de modifier la structure de responsabilité pour intégrer déjà cette préoccupation dans les travaux et les activités des équipes du ministère et un investissement budgétaire modeste, mais un investissement budgétaire quand même au niveau d'organismes communautaires sur des problématiques qui concernent les pairs, ce qui a été identifié comme un des éléments qu'il fallait traiter de façon plus rapide et plus importante. La question de l'évaluation des technologies, j'ai parlé un petit peu de l'INES. Je vous dirais deux choses. L'INES a un mandat national, mais les unités dans chacun des centres hospitaliers à vocation universitaire, ils ont des unités, la loi l'oblige, et ils ont ce mandat aussi de procéder chacun dans leur milieu pour leurs pratiques spécifiques à l'évaluation des technologies et à l'évaluation des modes de pratique. L'INES a 2 ans d'existence dans sa nouvelle formule. Les modes de collaboration entre ce qu'on appelle les UETMIS et l'INES sont à se mettre en place pour s'assurer qu'il y a un échange entre ces deux paliers, même si les paliers sont indépendants, et qu'on puisse intégrer ces activités de recherche. Et je vous dirais activités de recherche qui sont à l'image du mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux et du système de santé et des services sociaux, c'est de mixer les deux univers, l'univers santé et l'univers services sociaux, ce qui est même très rare au niveau international. Je vous laisse lire les mandats, l'exemple de mandats qui ont été utilisés, juste pour vous parler de la façon dont l'INES organise sa planification d'activités annuelles. Il y a 2 sources. L'INES a un comité de partenaires qui est composé des ordres professionnels, des associations professionnelles, tant santé que sociaux, des organismes et des établissements, de différents groupes qui sont intéressés à la question. Alors, il y a une partie de sa programmation d'activités de recherche qui est constituée de demandes faites par ses partenaires et de demandes discutées et priorisées avec l'ensemble de la table des partenaires. L'autre partie
des mandats de l'INES sont des mandats que lui confie le ministère via le ministre ou le ministre. Et il est nécessaire, il nous est apparu rapidement important de faire en sorte que ça ne jaillisse pas de toutes les directions du ministère parce que l'INES est absolument engorgé, les besoins sont grands. Alors, il nous faut à l'interne organiser cette demande de besoin d'évaluation à l'INES même et je dirais, pas juste organiser la demande, mais quand on organise la demande, préparer le retour. Parce qu'on s'est ramassé dans des situations où on avait demandé à l'INES de nous produire des études. Et quand ces résultats sont arrivés, bien, il se trouve que le professionnel que ça intéressait était plus au ministère. Et puis là, les gens se disaient, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne nous intéresse pas vraiment, on ne sait plus trop. Le jeu les jeux d'hasard et d'argent, c'est un mode d'action concertée en travail avec les fonds subventionnaires, c'est-à-dire que le ministère détermine les orientations, ses intérêts, ses besoins de recherche. Le fonds subventionnaire prend en charge l'ensemble de l'évaluation scientifique et du suivi des recherches, et le ministère recueille les résultats. Il y a aussi des rencontres de transfert et de communication qui sont organisées avec le ministère et l'ensemble des intervenants du réseau. L'itinérance est une autre problématique sociale pour laquelle on a mis en place un comité d'experts. Ça a donné lieu à des changements importants dans nos approches, dans nos planifications, et souvent les recherches donnent lieu aussi à des changements dans nos modes de communication. Certains des résultats par rapport aux jeux compulsifs tout à l'heure nous ont amenés à préciser nos messages publicitaires et nos campagnes de communication à l'égard du jeu compulsif. L'amélioration des urgences, manifestement, c'est un domaine pour lequel on n'a pas encore trouvé puis on n'a pas fini de chercher. Je vous dirais, les enjeux, ils sont un peu les mêmes qui nous ont été présentés par M. Rigaud. Il reste que le ministère demande des recherches. Il est à peu près absent de la recherche contractuelle. Ils sont très rares les cas où le ministère signe un contrat de recherche. On fonctionne même quand c'est le ministère qui soutient en mode de subvention. On laisse de la latitude. Donc, pas de contrôle nécessairement sur la sélection quand on utilise des mécanismes comme le fonds subventionnaire ou même l'INES. On sélectionne pas les chercheurs, on est partie prenante des modes de sélection, mais un partenaire parmi les autres finalement. Et le tout finit par se réaliser à distance. Les délais de production, bien sûr, sont pas toujours en phase avec le monde politique. Et même quand il s'agit et que la réponse est de dire on a demandé à l'INES ou on a demandé à tel groupe un mandat, on attend la réponse pour 6 mois. On n'attend pas la réponse pour dans 3 ans ou même pour dans 1 an et demi. Ce qui fait que, par exemple, avec l'INES, on s'est assis et on a développé une typologie de produits, de production en réponse aux demandes du ministère pour les évaluations qui, nécessairement, mais manifestement, sont de plus longue haleine et peut-être des avis plus courts, préliminaires, qui permettent déjà un certain positionnement à partir de revues systémiques de littérature. Il en va de même des recommandations. Ce que l'on reçoit est pas toujours ce qu'on a notre goût de recevoir, mais je vous dirais que les mécanismes comme ils sont présents depuis longtemps, le ministère est un peu rompu à cette pratique et la pénétration des connaissances avec les politiques et l'aménagement de nos politiques publiques, je pense, se fait malgré tout de façon assez harmonieuse. Ça évite pas, et même avec un ministre chercheur, on soit indisposé par les résultats que nous soumet la recherche. Il y en a de même la diffusion. Les mécanismes que je vous ai décrits font en sorte que la diffusion, elle est automatique. L'INES, par exemple, la loi prévoit qu'il y a un délai à l'intérieur desquels elle l'envoie au ministre, mais le ministre a 30 jours pour se préparer et après, les résultats sont diffusés largement dans le public. Alors, il faut effectivement se donner les moyens à l'interne de travailler la façon dont on va intégrer ou pas les résultats et les recommandations qui nous sont faites par ces organismes. Prochain défi, un projet que nous travaillons avec le milieu académique actuellement et avec les organismes et les fonds subventionnaires, c'est celui qui a été un peu lancé par les IRSC sur la recherche accès patient. C'est accélérer l'arrivée de la recherche et de la connaissance auprès des milieux cliniques.
déjà, il y a énormément de connaissances, puis je prendrai l'exemple de la génomique. On a déchiffré le génome, mais les cliniciens aujourd'hui, en première ligne, est-ce qu'ils sont en mesure d'utiliser ce qu'on utilise déjà dans les centres universitaires? C'est non. Alors, notre préoccupation est de mettre en place des mécanismes nationaux et jusqu'au terrain pour faciliter et accélérer cet échange et même le faire en temps réel. Et je dirais, ça pose des défis importants parce que ça pose des défis même à la façon dont la recherche se déroule et s'évalue. Parce qu'on a aujourd'hui des modes d'évaluation. La recherche en santé évalue la recherche en santé, la recherche en sciences sociales évalue la recherche en sciences sociales et la recherche technologique. Mais lorsqu'on parle de ces mécanismes, de ces plateformes d'aide à la décision, ben on parle à la fois de technologie, on parle à la fois de problèmes de santé et on parle à la fois de problèmes sociaux et d'organisation sociale autour de ces problèmes. Alors, ça nous amène une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir notre façon d'évaluer la recherche, de la mener aussi et de la transférer auprès du patient et dans nos politiques publiques. Merci beaucoup.